Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette spéciale édition Charlie Hebdo. Aujourd'hui, nous allons traiter de Charlie Hebdo, de ce qui s'est passé, des attaques terroristes. Mais nous allons parler aussi du Mali parce que nous sommes africains, nous sommes pour certains Maliens. Il y a eu un changement de gouvernement là-bas, on va en parler. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de deux thèmes principaux. Le premier, c'est Charlie Hebdo. Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression? Et le deuxième thème sera changement de gouvernement au Mali, est-ce un nouveau cap? Et donc pour en parler, nous avons un certain nombre de personnes. Le premier, c'est Sega Diarra de Génération Engagée. Je vous demande de l'applaudir. Et le deuxième, c'est Ibrahima Keïta, porte-parole de SOS Racisme du 95, précisément à Cergy. Je vous demande de l'acclamer. Et Jonas Zadi, porte-parole du NPR, un parti d'opposition de Côte d'Ivoire. Je vous demande de l'acclamer. Donc, comme présenté aujourd'hui l'actualité en France, il n'y en a qu'une actualité, c'est l'attaque de Charlie Hebdo, les prises d'otages à Porte de Vincennes et ailleurs, les morts qui s'en ont suivi. Et donc, nous allons commencer par notre premier invité présenté, Sega Diarra de Génération Engagée, qui va nous apporter son analyse par rapport à ces événements. Merci beaucoup à RP Média de nous offrir cette tribune. Ce que je dirais par rapport aux événements douloureux quand même qui se sont passés ces 3 derniers jours à Paris, mais un peu partout en France et dans le monde entier, c'est que dans un premier temps, il faudra contextualiser le sujet. On a eu affaire à des terroristes qui n'ont rien à voir avec une religion donnée, mais aussi qui se sont attaqués à la démocratie, à un monde civilisé, donc qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Aujourd'hui, l'attaque a été certes perpétrée sur Charlie Hebdo, mais il n'y a pas que des journalistes qui ont été tués, il y a des policiers qui ont été tués, il y a de centaines de citoyens innocents qui ont été juste tués parce qu'ils appartenaient à une ethnie ou parce qu'ils appartiennent à une religion ou tout simplement parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idéologies que ces groupes qui datent du Moyen-Âge. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir été patron de presse, donc je sais ce que c'est que la liberté d'expression et je sais ce que c'est qu'une démocratie. Vouloir dire que est-ce qu'on peut tout dire ou pas tout dire dans une démocratie, il faut le contextualiser dans un pays parce que les pays ont des lois, chaque État étant souverain. Et en ce qui concerne donc la loi française, les textes sont assez clairs là-dessus. Les Français ont lutté pour avoir un certain niveau de démocratie et d'expression, de liberté d'expression qui fait que des organes existent si chacun se sent aujourd'hui attaqué ou lésé dans sa dignité par une presse que ce soit. Donc il existe des moyens légaux pour faire entendre sa voix au lieu de prendre des armes et essayer de se faire justice. Donc ce que j'ai à dire, c'est que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo est vraiment malheureux. On n'est pas dans le cadre de la violation d'une loi que ce soit et qui puisse pousser des individus vraiment dérangés dans leur tête pour commettre de tels actes. Très bien, Sega Diarra. Ibrahima Keïta, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes le porte-parole de SOS Racisme, une association qui se bat à l'échelle nationale en France pour les libertés d'expression, pour la liberté des peuples, que ce soit au niveau de leur origine, au niveau de leur orientation sexuelle, au niveau de leur couleur, vous vous battez pour tout ça. Quelle est votre analyse de cette thématique-là? Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression? Je remercie également RP, donc Média, de m'offrir l'occasion de m'exprimer encore aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, qui est une actualité aujourd'hui brûlante, et pour laquelle, effectivement, ce qu'il faut rappeler au passage, c'est que SOS Racisme s'inscrit surtout dans une volonté de faire la promotion du vivre ensemble, qui aujourd'hui est fortement menacé, compte tenu de ce qui vient de se passer ces derniers temps. Et compte tenu de cela, autant effectivement, je dénonce et nous dénonçons, je pense à la grande majorité, fermement ce qui vient de se passer, qui est intolérable, inacceptable, de porter atteinte à la vie de personnes au nom de la liberté d'expression. Mais autant, je suis tenté de dire, il faut aussi, au-delà de ce qui est dit, parce qu'on joue beaucoup sur le registre émotionnel, c'est vrai, il y a des morts. Mais il faut également garder à l'esprit et de se poser les questions suivantes.
comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Là est l'une des questions centrales. Est-ce que nous aurions pu l'éviter? Parce que ce que je tiens à préciser, c'est que ce sont des jeunes qui, à mon avis, ont été instrumentalisés, des jeunes français quand même. Il faut quand même le préciser, qui viennent des banlieues aujourd'hui. Et qui, je pense, tout le travail n'a pas été fait sur nos territoires, qui ont été abandonnés pour que ces jeunes-là soient complètement partie intégrante dans le fonctionnement de la société, pour qu'il y ait une parfaite harmonie et que le vivre ensemble, au-delà des slogans, soit un réel mode de vie. Voilà ce que je tiens à préciser. Ce que je tiens également à préciser, c'est que, maintenant pour terminer, par rapport à la question de savoir si peut-on se permettre de tout dire, je rejoins effectivement ce que Sega venait de dire à l'instant. Tout est question de contexte. Effectivement, on est dans un pays des droits de l'homme, dans un pays qui s'est battu pour sa liberté, et notamment pour sa liberté d'expression. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Il faut faire attention du fait qu'à un moment donné, il y a des sujets qui sont hautement sensibles. Il y a des sujets pour lesquels, et en l'occurrence concernant la religion, tout en sachant qu'il faut faire attention dans ce traitement de ce sujet-là. La religion aujourd'hui, on a bien vu avec le cas de Dieudonné, il y a eu effectivement tout un scandale autour du fait qu'il faisait des sketchs vis-à-vis effectivement de la communauté juive. Et il se trouve aujourd'hui que si ce problème a été traité de la sorte, je pense qu'il faut qu'il y ait une égalité de traitement concernant toutes les religions. Je pense que c'est important aussi de le dire, cette égalité de traitement vis-à-vis des religions des autres, parce que je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie au niveau des religions, tout comme il n'y a pas de hiérarchie, c'est le message qu'on essaie de faire passer au niveau des races. Donc cette égalité de traitement, il faut qu'elle soit, parce que si elle ne l'est pas, eh ben, il n'y aura pas de justice, et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Voilà ce que je dis. Et juste pour terminer, c'est vrai, il faut se conformer aux lois de la République. Et liberté, égalité, fraternité, laïcité, certes, oui, c'est une réalité avec laquelle il faut faire, et je pense que, partant de là, le vivre ensemble est possible, mais moi je dis pour ma part, et je tournerai le problème de façon différente, c'est de dire qu'il faut de l'égalité dans la fraternité, en toute liberté. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et donc c'est ce combat que nous continuons à mener dans les quartiers, notamment à Cergy, pour la promotion de l'égalité pour tous, pour le respect des individus dans leur dignité. Très bien, Ibrahima Keïta de SOS Racisme du 95. Jonas Zadi, vous qui êtes porte-parole d'un parti politique ivoirien, donc vous représentez le parti politique ivoirien ici en France du nom du NPR. Quelle analyse vous donnez à la thématique que nous posons ici? Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression? Je remercie Def News de m'avoir invité une seconde fois pour participer à un débat suite aux événements qui ont eu lieu. Ce ne serait pas RP Média par hasard? Excusez-moi. On salue Def News au passage. Voilà, RP Média m'avoir invité pour prendre part à ce débat brûlant, cette actualité brûlante, oui, qui met aujourd'hui en exergue un phénomène de violence. Mais je dirais qu'il est vraiment dommage pour ce qui s'est passé, qu'il y a eu des vies humaines qui ont été perdues, des gens qui ont été sauvagement, je dirais, assassinés, qui sont sauvagement morts. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, où dans une société, je pense, civilisée, le dialogue doit être même la source pour résoudre les problèmes. Et pour moi, je dirais que c'est une chose qui revient encore dans l'actualité, au sens où la question même de Charlie Hebdo a fait l'heure même d'un débat, d'un procès, le 8 février 2007, devant la 17e chambre correctionnelle. Et suite, je rappelle un peu le contexte, à 12 caricatures du prophète Mahomet, par le Guillaume Post danois, je pense qu'il y a eu un tollé, il y a eu un soulèvement dans tous les pays musulmans pour montrer que cet excès-là était à réprimer et que les gens étaient allés un peu trop loin. Le Guillaume Post a présenté ses excuses et a retiré
les caricatures litigieuses. Mais ici, le journal satirique Charlie Hebdo a repris à son compte 3 caricatures qui mettaient en exergue le prophète dans des postures un peu provocatrices, je dirais. C'est-à-dire que le prophète avec une bombe sur la tête, et puis la dernière, c'était qu'il est difficile d'être suivi par les cons. Je pense qu'on ne peut pas stigmatiser des religions de telle sorte. Et que, certes, on doit mettre l'accent sur la liberté d'expression. Car les acquis démocratiques, ici, en Europe et surtout en France, sont un combat de longue haleine qui ont dépassé des siècles. Et le 18e siècle, celui-là même, qui est le siècle de la liberté, la religion, de penser, a mis l'accent sur la liberté de la presse. Ce sont des acquis qu'on ne peut pas bafouer. Mais par contre, quand on parle de tolérance, il faut parler aussi du respect des autres et de réciprocité. C'est pour cela que, aujourd'hui, cette marche, je dis qu'il ne faut pas aussi obéir à la contagion affective pour voir aussi comment cela s'est passé. Cette marche-là me rappelle ce qui s'est passé à l'époque, au moment où Elisabeth Badinter, lorsque les caricatures de Mahomet avaient soulevé un tollé, elle a porté son soutien à Philippe Val, qui était le directeur de l'époque. Et il y a eu aussi François Bayrou, François Hollande, l'actuel président, et Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'un excès de caricature vaut mieux qu'un excès de censure. Vous voyez, il est dommage que nous soyons arrivés là. Mais je pense que pour une équité, pour la justice, il faudrait qu'il y ait réciprocité. S'il faut moquer, railler toutes les religions, je pense qu'on doit accepter aussi que la religion juive, excusez-moi, soit aussi raillée, soit aussi moquée. Et nous voyons tout le procès qui a été fait à Dieudonné. Je ne vais pas ici être l'avocat du diable, non. Mais je dirais que cela a soulevé un tollé où des manifestations dans la rue ont interdit à Dieudonné d'exercer son métier comme son art. Cela même en allant contre la liberté du commerce et de l'industrie et le décret d'Allard qui prône cette liberté du commerce et de l'industrie. Vous voyez, c'est aussi dommage. C'est pour cela que vous avez mis l'accent sur le vivre ensemble. Vivre ensemble suppose respect des valeurs des uns et des autres. Les croyances dans une république, elles se valent. C'est pour cela que, d'un commun accord, on doit permettre à ce qu'elles existent. On ne doit pas stigmatiser les autres et mettre en avant. Et certains politiques vont exploiter cela à leur compte. Et le musulman, je dirais que le musulman, qui est même la soumission à Dieu, l'islam, la racine islam est la même racine que Jérusalem, ville de paix, et l'islam, ça veut dire religion de paix. L'islam n'est pas une religion de violence, contrairement à ce qu'on veut faire passer. Je dirais que partout, il existe des intégristes. Sur la religion catholique, la religion évangélique, la religion musulmane. Mais les excès nuisent. Vous voyez, c'est pour cela qu'on ne fasse pas l'amalgame entre la violence et l'islam. Et je pense que demain, s'il y a lieu que demain l'islam soit rayé, un grand débat s'impose au sein de la République française. Vous dites en sorte que l'islam est la seconde religion de France, pour faire attention que ceux qui ne comprennent pas certaines choses, certaines moqueries, on présente des excuses, et on met fin à cela, afin de permettre de vivre ensemble de s'exprimer. Vous voyez. Donc tel est mon propos. C'est pour cela que je n'aimerais pas que, au sein d'une France qui se veut juste, une forme de justice, de liberté, d'égalité entre griffes et de fraternité, qu'on permette qu'on jette le pauvre sur certaines religions alors que d'autres sont protégés. C'est cela qui va créer un peu ces dérives-là auxquelles on a assisté. Et je finis mon propos pour dire que l'un des individus, l'une des personnes qui a participé à ce qui a endommagé et endeuillé la France a été reçu par Sarkozy. Et il disait en son temps qu'il allait pouvoir résoudre la question des banlieues. Et lorsque les gens sont déçus, parfois humiliés, pensent appartenir à une société et mis au banc des accusés, stigmatisés, mis à l'écart, je pense qu'on peut les exploiter facilement. Ils sont la proie facile de cet intégrisme qui peut les utiliser pour leur compte.
Et celui-là, il a bien reçu. Il a dit que j'étais en contrat d'apprentissage et j'espère que je vais trouver un travail. Mais quand on n'a pas de travail, je pense qu'on devient la proie facile et le pantin de certains individus. Très bien, Jonas. Donc, et Beckman Lincoln avait soulevé la question des banlieues en France aussi. Moi, je pense qu'à travers cela... On reviendra sur ça dans un autre débat. Merci. Voilà. Nous allons continuer. Donc merci Jonas. Avant de clore avec vous trois cette phase de la liberté d'expression, je vais vous poser une question. C'est une question à oui ou à non sans explication. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, quand on sait qu'on va tenir des propos, on va commettre un acte qui va choquer 2 milliards d'êtres humains sur la planète, on n'est que 6 milliards d'êtres, donc un tiers de la planète, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on doit le faire, Ibrahima Keïta? Par oui ou par non? Non, par rapport à ça, si j'ai bien compris la question, c'était de savoir effectivement si cette liberté d'expression, si on pouvait l'accaparer sans limite, si j'ai bien compris la question. Bah, je dis simplement qu'il y a des limites à toute chose. On peut abuser de certaines choses, mais il ne faut pas en abuser. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire, doit-on choquer 2 milliards d'êtres humains quand on sait d'avance que notre acte, quel que soit le pays dans lequel on vit, est-ce qu'on doit poser cet acte? Moi, je dirais que le bon sens nous pousse à dire non. Cela va de soi, même bien vrai que même cette liberté d'expression étant encadrée, parce que nous sommes des êtres humains, c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Cette capacité à anticiper les conséquences des actes que nous allons poser. C'est là où je voulais en venir. Jonas Zazie, la même question sans entrer dans un développement. Est-ce qu'au nom de la liberté qu'on a en France, on doit choquer 2 milliards d'êtres humains, un tiers de la population? Moi, je pense que la raison est la source et l'ordonnatrice de toute chose. Il y a des limites à toute chose. Quand on sait que ces abus-là peuvent entraîner des dérives, on met un frein sur cela. Donc non. Très bien. Le deuxième thème de notre émission, c'est le changement de gouvernement au Mali. Est-ce un nouveau cap? Et donc, pendant qu'on tirait un peu partout à Charlie Hebdo et au Mali, il y a eu un bouleversement, mais personne ne s'en est rendu compte. Le Premier ministre Moussa Mara a démissionné officiellement. Certains disent qu'il a été démis de ses fonctions par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu un nouveau Premier ministre du nom de Modibo Keïta, qui est un ancien, qui a été ministre de Alpha Omar Konaré. Je crois qu'il a été aussi ministre du général Moussa Traoré, qui a été l'un des derniers premiers ministres de Alpha Omar Konaré. Et donc aujourd'hui, à 72 ans, qui est nommé Premier ministre de la République du Mali par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que ça augure d'un changement de cap? Parce qu'il y avait une certaine inertie, on pouvait le percevoir, il y avait une certaine inertie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée de Modibo Keïta à la primature à Bamako avec un nouveau gouvernement, on a pris connaissance avant de commencer cette émission, est-ce que pour vous, Ibrahima Keïta, c'est un nouveau cap au Mali? Là-dessus, seul l'avenir nous le dira. Une chose est certaine, le Mali aujourd'hui se trouve dans une situation qui est telle qu'il faut que, et je n'ai jamais cessé de le dire, que le développement du Mali se fera difficilement sans l'apport intellectuel de la diaspora venue de l'Europe, de l'Amérique et d'ailleurs. Je pense que ce pays-là, il faut mettre en avant, vous l'avez signalé, effectivement, il a déjà été ministre sous le régime de Moussa Traoré, dernier ministre sous Alpha Omar Konaré. Je pense qu'il est important, même si on fait appel à des personnes expérimentées, de continuer à faire jouer l'intergénérationnel. Je pense que c'est important. On a besoin toujours de personnes expérimentées, mais je pense qu'il faut aussi apporter du sang nouveau, du sang pour effectivement, avec un nouvel état d'esprit, en tenant compte effectivement de l'évolution des nouvelles technologies, de l'évolution du monde dans lequel nous vivons, pour que ce pays aille de l'avant. Et bien entendu, il faut que les mentalités changent. Il y a des façons de faire qui doivent maintenant changer au Mali. Et puis j'ose espérer que, partant de là, que Modibo Keïta et sa nouvelle équipe gouvernementale, en tout cas ce qu'il incarne, va pouvoir impulser une nouvelle dynamique pour que le pays aille de l'avant, sachant que ce dernier a de grands défis à relever. Sega Diarra, vous qui êtes très au parfum de ce qui se passe, Sega Diarra, non seulement il est à Génération Engagée, mais c'est un homme de presse, comme il a dit, pour Mali Actu, il fait beaucoup de choses. Comment vous analysez ce nouveau gouvernement-là? Est-ce que ça augure d'un nouveau cap? Est-ce qu'il y a une rupture avec l'équipe Mara? Ce que je peux dire à chaud par rapport au renouvellement de ce gouvernement,
c'est que le premier point, le président a répondu à un certain nombre d'attentes, pas vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis des partenaires. Donc on avait demandé le limogeage donc, des ministres qui étaient impliqués dans les dossiers de malversation financière. On en profite pour les citer. Non, enfin, je ne citerai pas le nom, mais ça a été le cas, donc vous le constaterez vous-même que dans la nouvelle nomenclature, donc ces ministres sont sortis. Il y a un deuxième volet, c'est que le gouvernement Mara était pratiquement arrivé à un point où il n'arrivait plus à prendre en compte les préoccupations du peuple. Donc il était temps vraiment de mettre fin à cela, parce que non seulement à l'intérieur il n'y avait aucune cohésion, mais le gouvernement c'est la deuxième tête quand même de l'exécutif dans notre constitution. Donc il fallait faire un changement à ce niveau-là. Mais malheureusement, il y a eu des déceptions, parce que la personne amenée, les Maliens aspirent aujourd'hui à un renouveau, à un changement. Et malheureusement, on nous ramène du vieux. C'est ça le problème. À 72 ans, excusez-moi, mais on fait partie des vieux. À 72 ans, on ne peut plus travailler 8 heures par jour. À 72 ans, on est à la retraite. À 72 ans, on n'est pas à même de comprendre les préoccupations d'un peuple dont la moyenne d'âge est 25 ans. C'est pas possible. Et qui tweet beaucoup. Exactement. À 72 ans, on est plus préoccupé par sa propre santé que par quoi que ce soit. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc aujourd'hui, on nous amène un vieux de 72 ans, je n'ai rien contre la personne, qui peut être mon grand-père d'ailleurs, mais qui n'entend même pas bien. Mais non, mais il y a un sérieux problème, parce qu'il n'entend même pas bien. Et on a vu, c'est un fiasco pendant les négociations qui sont toujours en cours à Alger. Et ça, c'est le premier volet qui est là. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la personnalité et sur ce qu'on attend de lui, parce qu'il va incarner la deuxième tête de notre exécutif. Il doit sortir de notre pays. Le président, c'est le chef de gouvernement et son gouvernement qui définissent les orientations politiques du pays et qui mènent la politique du pays. Donc aujourd'hui, notre destin est entre les mains de quelqu'un qui a 72 ans, imaginez-vous, et qui a du mal à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde entier, parce qu'il était d'ailleurs à la retraite. C'est à la suite de la venue de Ibeka au pouvoir qu'on l'a fait venir. Donc il avait déjà jeté l'éponge, il se reposait. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on a compris que Ibeka, il a essayé plusieurs choses. Au niveau des ministères, ce qu'on dit régaliens, qui se rapportent quand même à la constitutionnalité même d'un État, à savoir la défense, les finances et la justice, on se rend compte qu'il y a Tcheman qui vient à la défense, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que Tcheman est quelqu'un quand même qui a pas mal de qualités. Je pense que si on le laisse faire à ce niveau-là, peut-être qu'il pourra arriver à des réformes assez louables. Au niveau des finances, on nous amène quelqu'un qui a un passé assez chargé, qui a déjà occupé des postes ministériels, donc il n'augure rien de bon. On était obligé de se débarrasser de Philippe parce qu'il est impliqué dans les histoires de malversation financière, mais on a remplacé Philippe par Udor, donc il ne faut pas s'attendre à grand chose à ce niveau-là. Et la justice, donc on ne sait pas trop. On a un nouveau personnage. Donc le troisième constat que je fais, c'est le retour de Choguel Maïga et de Draman Dambélé de l'ALENA. Ça, c'est un désastre. Draman Dambélé a répondu même avec les petits rappeurs qui ont chanté pour lui pendant la campagne pour une histoire de 1 000, 2 000 euros. Il a refusé de payer. Et on amène des personnalités comme ça, comme ministre du logement. Mais rendez-vous compte, même ATT qu'il avait nommé à son temps comme directeur des mines, ATT a eu à le dire officiellement sur des médias que vous nous demandez de faire la promotion des jeunes, mais faites un tour au département des mines, vous allez voir ce que les jeunes font dans ce pays-là. Mais les jeunes sont pires que les vieux. Mais c'est ce même Draman Dambélé qu'on nous ramène. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ibeka se rend compte de ce qui se passe réellement au Mali? Est-ce qu'il a de bons conseillers? Moi, il y a des invités qui viendront je me pose ces questions. Est-ce que réellement Ibeka sait ce qui se passe actuellement au Mali? Parce que cela aurait quand même le poussé. Avant de passer la parole à Jonas, est-ce que vous êtes aigri? Non, j'ai de l'espoir, parce que quand je vois la réaction de tous ces jeunes-là, à travers les réseaux sociaux, dans les médias, je sais que ça va changer. On a vu au Burkina et partout ailleurs dans le monde, les gens, vous pouvez tromper, malmener les gens pendant un bout de temps, mais si vous ne pouvez pas tromper tout le peuple pendant tout le temps. Très bien, Jonas Zadi, vous, comme je l'ai dit à l'introduction, vous êtes le porte-parole du NPA, qui est un
groupement politique d'opposition en Côte d'Ivoire, d'opposition farouche d'ailleurs, j'ai envie de dire. Quelle est votre analyse de ce changement de gouvernement au Mali? Est-ce que c'est un nouveau cap? Est-ce que c'est bon pour le Mali? Moi, d'abord, je dirais que le changement a été porté. Est-ce que c'est pour plaire aux gens ou plaire aux institutions internationales pour dire qu'au Mali, nous faisons ci, nous faisons ça? Parce que quand on est guidé de l'extérieur, on n'est pas forcément libre. Et surtout, le Mali qui a traversé une crise pas semblable à celle que la Côte d'Ivoire a connue, moi, mon premier souhait est que le Mali retrouve sa véritable souveraineté, que l'armée malienne puisse sillonner partout, qu'il y ait l'administration malienne qui se répande partout, et ces pouvoirs-là, dits régaliens, puissent être exercés sur l'étendue du territoire. Kidal sont des souvenirs douloureux pour tout le monde. J'aimerais que le Mali retrouve sa souveraineté. Ça, c'est le premier principe. Et que les armées d'occupation, les armées extérieures, qui ont joué leur rôle soi-disant, qu'elles partent du Mali. C'est là le premier principe. Deux, on nous parle d'un nouveau Premier ministre. Moi, je pense que c'est pour plaire à la galerie, au sens où on nous dit qu'il a 70 ans, 72 ans. L'âge n'est pas forcément un handicap. Mais quand on est coupé des réalités, je sais que la chose politique est difficile. Elle demande beaucoup d'énergie. Nous voyons un peu la métamorphose des présidents lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Obama est pour nous un exemple palpable. Comment il s'est métamorphosé, il a changé. Et suite à une période de crise, cela demande que beaucoup d'énergie soit mise au service du peuple. Mais à 72 ans, peut-il répondre aux aspirations et peut-il répondre aux charges qui sont les siennes? C'est la question que je me pose. Vous voyez? Donc on ne doit pas verser les mêmes vieilles eaux dans les vieilles outres en changeant pour changer. On doit prendre en compte, on doit être un homme de terrain et saisir aussi les aspirations du peuple, surtout. C'est pour cela que je dis, pour moi, cela n'augure pas forcément d'un véritable changement. Car le Mali était un pays qui souffre depuis longtemps, depuis la chute de Moussa, et que le Mali n'a pas réussi à recoller ces morceaux-là pour être une nation qui va engager et impulser son développement. Donc je souhaite aux Maliens qui réussissent à résoudre cette question-là, que les élections ne sont pas la fin des problèmes du Mali, mais la souveraineté du Mali doit être retrouvée, et puis les hommes dignes, capables, forts, qui répondent aux aspirations du peuple, soient mis où il faut pour conduire le destin des millions de Maliens. Et pour reprendre le propos de mon collègue ici, je veux que le Mali a une diaspora qui est très très forte. Je sais ce que les Maliens de l'extérieur apportent en termes de développement au Mali. Les Sarako et les Soninki, ce qu'ils font dans leur région, qui n'ont pas besoin des Maliens, de l'État malien pour impulser le développement sur le plan régional. Je pense que le Mali a des fils dignes qui sont à l'extérieur, qui ont appris, qui connaissent les concepts clés qui sont développés en matière de gouvernance publique. Et cela peut être appelé, invité au débat afin de prendre part à la destinée de leur pays, du Mali. On ne doit pas les exclure. C'est pour ça que nous, en Côte d'Ivoire, le NPR a insisté sur le fait de ne pas faire seulement des Ivoiriens de l'extérieur un bétail électoral, mais faire en sorte qu'on puisse avoir un parlement, c'est-à-dire une assemblée nationale, des gens qui soient votés aussi et qui puissent participer au débat public là, en Côte d'Ivoire. Telle est aussi la volonté du NPR. Je souhaite que pour le Mali, cela se passe bien avec les fils, tous les fils du Mali, où qu'ils soient. Il y a une forte diaspora malienne en Côte d'Ivoire. En France aussi, elle est présente. Et cela peut apporter. En termes de devises, déjà, ils le font, mais je pense en termes d'idées, ont cette capacité de repulser le développement de leur pays. C'est cette occasion qu'on doit leur offrir au moment où le navire malien est en train de tanguer. Telle est ma volonté, tel est mon espoir. Très bien, donc ça c'était la première partie de notre débat. On va recevoir la deuxième partie et écouter leur analyse sur ces deux thématiques. Merci à vous trois.